Kenya, le président de la Cour suprême est sorti de sa réserve dans une déclaration publique. Il a accusé le président Uhuru Kenyatta d'avoir ignoré des injonctions des tribunaux et de mettre à mal la démocratie. Au Cameroun, les avocats du journaliste camerounais retrouvé mort en prison demandent l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de son décès. Une demande reprise par plusieurs ONG. On en parle dans cette édition. Et puis les Burundais, entre stupeur et inquiétude, continuent de réagir à la mort du président Pierre Nkurunziza des suites d'un arrêt cardiaque. Une période de deuil de 7 jours est observée dans le pays. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Kenya, le président de la Cour suprême est sorti de sa réserve en début de semaine. Dans une déclaration publique, il a accusé le président Uhuru Kenyatta d'avoir ignoré des injonctions des tribunaux et de mettre à mal la démocratie. Dans la foulée, les avocats sont également passés à l'offensive. Des précisions à travers ces images. La pomme de discorde entre Kenyatta et l'appareil judiciaire est le refus en février par le chef de l'État de recevoir le serment de 41 nouveaux juges nommés en juillet par la commission du service judiciaire. Leurs noms ont été envoyés au président kenyan pour qu'il prête serment devant lui comme le veut la procédure. Uhuru Kenyatta estime qu'il y a des juges moins intègres dans le lot. Plusieurs recours s'en sont suivis et par 2 fois, la justice a ordonné à Uhuru Kenyatta d'entériner la nomination de ces juges, ce qui n'a toujours pas fait. Nelson Avi, chef de l'association des avocats, n'y est pas allé par 4 chemins. Il a annoncé qu'il allait lancer une procédure devant le Parlement pour destituer le président. L'association des avocats estime qu'Uhuru Kenyatta a rendu la Constitution caduque. Le fait de ne pas autoriser ce serment en est la résultante. Lundi, excédé, le président de la Cour suprême a directement attaqué le chef de l'État. Il lui a demandé de respecter la loi et a déclaré avoir demandé plusieurs audiences auprès du président de la République sans succès. Uhuru Kenyatta a ignoré les injonctions des tribunaux. Ça ne présage en rien de bon pour notre démocratie. C'est un pays vers l'anarchie, a déclaré David Maraga, expliquant que ce blocage avait entraîné une quasi-paralysie des audiences. Aujourd'hui, la Cour d'appel n'a que 15 juges pour 7300 affaires en suspens. Celle sur l'emploi dispose de 12 juges pour plus de 13 000 dossiers en attente, a-t-il conclu. Mardi, le procureur général est venu à la rescousse du président. Kiara Kariuki a accusé le chef de la Cour suprême d'avoir fait de ce problème une affaire personnelle et d'avoir violé les normes gouvernementales. Au Cameroun, les avocats du journaliste camerounais retrouvé mort en prison demandent l'ouverture d'une enquête sur les circonstances de son décès. Ils ont exprimé leur demande devant le tribunal de grande instance de Buea au sud-ouest du pays. Une demande reprise par plusieurs ONG. Reportage. Les conseils de Samuel Ouazizi, journaliste camerounais mort en détention en région anglophone, demandent l'ouverture d'une enquête. Devant le tribunal de grande instance de Buea, les avocats ont exigé des clarifications sur les circonstances du décès de leur client. Selon eux, le tribunal qui répondait à leur demande d'habeas corpus émise avant l'annonce du décès de Samuel Ouazizi s'est contenté de citer un communiqué publié par l'armée camerounaise vendredi qui affirme que leur client est mort 2 semaines après son arrestation en août 2019. L'armée l'accuse d'avoir agi comme logisticien de divers groupes terroristes dans l'Ouest anglophone déchirés par un conflit séparatiste. 6 ONG camerounaises et 4 ONG internationales, dont Human Rights Watch et Amnesty International, demandent également une enquête indépendante, efficace, approfondie et impartiale dans un communiqué commun. Nous sommes toujours choqués que les autorités aient fait disparaître Ouazizi et dissimuler sa mort durant 10 mois, affirme dans un communiqué le président du Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique. À Yaoundé, Douala et Buea, des journalistes s'étaient rassemblés mardi pour demander une enquête à l'appel du syndicat national des journalistes du Cameroun. Pour l'instant, la seule annonce sur les suites de l'armée a été faite par l'ambassadeur du France au Cameroun après un entretien avec le président Paul Biya qui lui a dit qu'il allait diriger une enquête
a affirmé le diplomate à la télévision nationale. Les ONG réclament par ailleurs que le Conseil de sécurité de l'ONU ajoute officiellement la situation au Cameroun à son ordre du jour afin de pouvoir la suivre de plus près. Au Sénégal, une cinquantaine de personnes se sont agenouillées pour rendre hommage à l'Afro-Américain George Floyd qui a été tué par un policier lors d'une arrestation. Les manifestants se sont rassemblés devant le mémorial de Gorée à Dakar pour exprimer leur solidarité avec les Afro-Américains et protester contre les violences policières. Voici quelques réactions à la suite de ce rassemblement. Il était important pour le Sénégal de marquer le coup, d'organiser cette manifestation. Mais aussi et surtout, il est important de dire à tous les Africains d'assumer leurs responsabilités. Si on veut que les Noirs soient respectés partout à travers le monde, il faudrait que l'Afrique soit grande, il faudrait que l'Afrique soit souveraine, il faudrait que l'Afrique soit forte pour faire respecter ses fils et ses filles partout à travers le monde. Il fallait être là aujourd'hui pour exprimer toute notre solidarité à nos frères et sœurs afro-américains, pour leur dire oui, que le continent mère, que l'Afrique mère est avec nos frères et sœurs afro-américains, mais aussi et surtout dire de manière très claire qu'au-delà de la violence policière, ce qui est en cause, c'est un système structurellement raciste, c'est un État qui est raciste de manière systémique. Je dis que nous avons été particulièrement déçus de voir que nos dirigeants n'ont pas pu même faire un tweet pour manifester leur solidarité aux Noirs américains, qui représentent aussi la 6e région d'Afrique, la diaspora. C'est intolérable, c'est inacceptable. C'est inacceptable parce que c'est cruel, c'est inacceptable parce que c'est raciste, c'est inacceptable parce que c'est injuste. Mais s'il est mort pour ça, mais il est mort pour nous. Ça veut dire que nous sommes tous des George Floyd. Au Burundi, ils réagissent à la mort de leur président Pierre Nkurunziza des suites d'un arrêt cardiaque. Un décès survenu lundi dernier. Une période de deuil de 7 jours est observée depuis hier à Bujumbura et dans l'ensemble du pays. On est tous surpris. On n'y croit pas. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à y croire. Ce que je retiens de lui, c'est qu'il était courageux. Il savait tout contrôler, quelle que soit la gravité de la situation. J'ai été attristée par cette nouvelle. Je souffre énormément car on accouche gratuitement. Nos enfants vont à l'école gratuitement. On est profondément touchés. En Tanzanie, le Premier ministre Kassim Majaliwa a rendu visite au chef de l'opposition Freeman Mbowe à l'hôpital. Ceci après une agression subie par ce dernier de la part de personnes pour l'instant non identifiées. Son parti dénonce une attaque politiquement motivée. Voici les images. Freeman Mbowe, le chef du principal parti d'opposition en Tanzanie, a été hospitalisé dans le centre du pays après avoir été attaqué par des inconnus dans la nuit de lundi à mardi. Les faits se sont déroulés alors qu'il descendait de son véhicule vers minuit à Dodoma, capitale politique de la Tanzanie et siège du Parlement. Freeman Mbowe est en effet le chef de l'opposition parlementaire au nom du Chadema, premier parti d'opposition de ce pays d'Afrique de l'Est. En fin d'après-midi ce mardi, Freeman Mbowe a reçu la visite du Premier ministre Kassim Majaliwa. Quelque temps après, il a été évacué par avion de Dodoma à Dar es Salaam, la capitale économique, pour y être hospitalisé selon son parti. Le secrétaire général du Chadema, John Mnyaka, a pour sa part dénoncé une attaque politiquement motivée. Il a notamment affirmé que les agresseurs auraient dit à Freeman Mbowe « Tu déranges le gouvernement. Nous n'allons pas te tuer, mais nous allons te frapper et nous verrons comment tu feras campagne. » Suite à cette déclaration du secrétaire général du Chadema, le commandant régional de la police a mis en garde contre toute récupération politique de cette attaque, qu'il semble considérer en l'état comme une banale agression. Freeman Mbowe avait récemment critiqué la gestion de l'épidémie de nouveau coronavirus par le gouvernement et le président qu'il accusait d'être dans le déni. John Magufuli a en effet régulièrement minimisé la gravité de l'épidémie de Covid-19.
L'Égypte, qui se débat encore avec la pandémie de nouveau coronavirus, s'organise pour ouvrir le pays aux visiteurs. Des pyramides aux plages de la mer Rouge, en passant par les monuments du Caire, le pays prépare le terrain pour que les touristes du monde entier retrouvent une destination dans des conditions sanitaires exemplaires. C'est ce qu'a déclaré le ministre égyptien du Tourisme, Khaled El Elani, lors d'un entretien avec nos confrères de l'AFP. On l'écoute. Et ce secteur a été complètement freiné jusqu'à la mi-mai, que nous avons décidé de reprendre le tourisme domestique avec une capacité de 25%, qui a été augmentée le 1er juin à 50%. Mais nous préparons le terrain pour que les touristes du monde entier trouvent une destination en pleine forme et dans des conditions sanitaires exemplaires. Donc nous ne sommes pas pressés. Tout ce qu'on veut, c'est être sûr que le jour où on va ouvrir et le lieu qu'on va ouvrir est prêt à accueillir les touristes sans aucun problème. Oui, je reçois beaucoup de plaintes de quelques hôtels qui n'arrivent pas à remplir toutes les mesures, mais je ne peux pas, dans ce stade délicat, de prendre de risques. Donc je préfère soutenir l'hôtel, mais qu'il n'ouvre pas tant qu'il n'a pas encore rempli toutes les conditions. Après Kinshasa, la délégation de l'Union européenne en visite en République démocratique du Congo s'est rendue à Goma au deuxième jour du pont aérien humanitaire initié dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Les populations ont reçu l'aide alimentaire. Reportage. Au deuxième jour d'un pont aérien humanitaire en République démocratique du Congo, c'est la ville de Goma qui a accueilli la délégation de l'Union européenne. Comme l'étape précédente, de nombreux travailleurs humanitaires ont été acheminés sur place. Nous venons à Goma pour montrer que ce n'est pas uniquement dans la capitale que cela se passe, ça se passe aussi dans l'est de la RDC, a ajouté le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. Le Drian et le commissaire de l'Union européenne avaient rencontré lundi à Kinshasa le président congolais Félix Tshisekedi accompagné du ministre belge des Affaires étrangères. Il s'agit de l'un des premiers déplacements diplomatiques de cette importance en Afrique depuis la fermeture des frontières fin mars face au coronavirus. Goma est la plaque tournante de l'Est de la RDC, affectée par de nombreuses crises, tueries de civils, groupes armés, coronavirus et Ebola, déplacements de population. Depuis début mai, l'Union européenne a organisé 4 autres vols humanitaires, 3 vers la République centrafricaine et 1